L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution invitant le gouvernement à accorder l'asile politique à Julian Assange et à faciliter l'accès au statut de réfugié pour les lanceurs d'alerte étrangers. La parole est à Madame Jennifer de Temmerman, au nom du groupe Liberté et Territoires. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, depuis 10 ans, Julian Assange subit un acharnement politico-judiciaire. Pour quel crime? Celui d'avoir effectué son travail de journaliste et d'avoir porté haut la liberté d'expression et d'informer. Pour avoir fait œuvre de vérité. Emprisonné, isolé, traité comme on ne devrait jamais traiter un individu dans un pays signataire de la Convention européenne des droits de l'homme. Depuis 2019, Julian Assange est incarcéré en détention provisoire à la prison de haute sécurité de Belmarsh au Royaume-Uni. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture a dénoncé ces conditions de détention. Cet homme risque d'être condamné à 175 ans de prison. Si ce n'est pas la peine de mort, ça y ressemble étrangement. Comment la France, pays des droits de l'homme, pourrait-elle rester aphone plus longtemps sur cette question de défense des libertés? Le créateur du site Wikileaks est devenu un des plus grands lanceurs d'alerte en diffusant en 2010 des millions de documents confidentiels et compromettants à l'égard des grandes puissances étrangères. Cet homme a rendu service à notre nation, comme à d'autres alliés. Julian Assange a révélé, entre autres, que plusieurs de nos chefs d'État et de nos ministres de l'économie avaient été espionnés par les États-Unis, tout comme l'ancienne chancelière allemande. Cette résolution pose une question, celle de la reconnaissance de la nation. Une nation n'est grande et respectée que lorsqu'elle se montre forte et indépendante. Rappelons que Barack Obama lui-même a pardonné à Chelsea Manning. Julian Assange défend la paix par la vérité. Il a été nominé 9 fois au prix Nobel de la paix, soutenu par divers lauréats. C'est une question de justice et d'hommage à tous ceux qui luttent à travers le monde et à travers les âges, parfois à péril de leur vie, pour informer, dénoncer, défendre la paix, les libertés et les droits humains. Mardi dernier, la commission mixte paritaire a été conclusive sur les propositions de loi portées par Sylvain Waserman et inspirées notamment par le rapport de 2 autres députés, Raphaël Gauvain et Olivier Marleix. Je souhaite saluer ici l'engagement particulier de notre collègue Sylvain Waserman. De l'hémicycle de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe au nôtre, il a permis de positionner la France comme un exemple international en matière de législation sur les lanceurs d'alerte. Un exemple qui pourrait être confirmé dès aujourd'hui par le geste fort et symbolique de se prononcer en faveur du droit d'asile pour Julian Assange. C'est l'objet du premier point de cette résolution. Bien sûr, Julian Assange ne réside pas actuellement sur notre territoire. Tel est justement le but du second point, proposer une solution qui permettrait à Julian Assange, mais aussi à d'autres lanceurs d'alerte, d'introduire une demande pour un visa humanitaire ou l'asile via le réseau consulaire et à l'OFPRA de traiter les demandes à distance. Enfin, les 2 derniers points visent à conforter la position avantageuse de la France en invitant le Conseil de l'Europe, à l'initiative de tant d'autres conventions, comme la Convention européenne des droits de l'homme ou celle d'Istanbul sur les violences faites aux femmes, à engager des travaux d'élaboration d'une grande convention pour définir et accorder le statut de réfugié aux lanceurs d'alerte. Ensuite, en invitant le gouvernement à saisir la formidable opportunité de l'actuelle présidence française de l'Union européenne pour faire de cette question une priorité de travail des institutions communautaires. Mes chers collègues, quel que soit ce soir le sort de cette proposition de résolution, aujourd'hui est une victoire. En faisant résonner le nom de Julian Assange ce soir, nous redonnons une voix à celui qui n'en a plus,
à celui qui doit se taire. Nous sommes une soixantaine de députés, de tous bords politiques, à nous être associés à cette proposition de résolution pour défendre Julian Assange et plus largement tous les lanceurs d'alerte. Je le sais sensible à cette initiative, lui qui a un lien si particulier avec la France. Cette semaine, par nos textes, je vous invite à démontrer la grandeur de la France, à défendre la vérité, la paix et leurs combattants, les lanceurs d'alerte. À travers l'Europe et le monde, de nombreuses voix s'élèvent en soutien à Julian Assange. Ce soir, nous amplifions un écho qui ne s'arrêtera pas là. Il y aura d'autres soirs et d'autres jours où nous continuerons ensemble, en France et au-delà de nos frontières, cette lutte pour ce qui est juste. Je conclurai en remerciant mon groupe pour leur confiance, Cédric Villani, Jean Lassalle et François Ruffin pour le travail commun, et tous ceux qui, à travers le monde et en France, ont apporté et apporteront leur soutien à cette cause. Merci à ces avocats, à toutes les associations et à tous les soldats inconnus de cette grande cause. Pour sa femme, ses enfants, son père et ses proches, pour Julian Assange. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean Lassalle, au nom du groupe Liberté et Territoires. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, Monsieur Lassalle. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'histoire de Julian Assange nous bouleverse tous, car c'est l'histoire à la fois d'un journaliste passionné par l'humain, la vérité et la justice, d'un lanceur d'alerte déterminé à nous protéger et d'un humain qu'on a brisé et qui s'est arrêté de vivre. Je suis profondément convaincu que Julian Assange est un des héros de notre temps. Il incarne les valeurs démocratiques telles que nous les connaissons depuis la Deuxième Guerre mondiale, au service de l'humain et du respect des règles fixées par la Convention des droits de l'homme. De très nombreux pays signataires de cette convention, comme la France, se rendent à son chevet et tentent de lui apporter tout le soutien pour le service rendu. Tous ces pays, comme la France, défendent la liberté de la presse, la liberté de découvrir la vérité, de la rendre publique et ainsi de protéger les citoyens, leur dignité, leur santé et l'ensemble de leur liberté. Chers collègues, ce sont aussi ces mêmes valeurs qui nous réunissent aujourd'hui autour de ce texte afin d'accorder l'asile politique à Julian Assange. Nous pouvons d'ores et déjà être fiers de donner toute la place dans cet hémicycle, la maison du peuple, à travers mers et océans et continents, à cette discussion. Comment pouvons-nous l'aider? Comment s'unir avec nos partenaires internationaux pour cette même cause? Et quelle issue est possible? Hélas, le temps nous presse, et comme ont pu l'exprimer sa compagne Stella Maurice et son père John Shipton, que nous avons reçu ici même, à l'Assemblée nationale, le 16 novembre dernier, je cite, « Chaque semaine, il est plus faible. Ils sont en train de tuer Julian Assange en ce moment, lentement. Je vous remercie de faire tout ce que vous pouvez pour sauver sa vie. » Devant nous, les députés, le cri du cœur de la compagne de Julian Assange nous a bouleversés et nous a rappelé que nous devons avancer au plus vite. Chers collègues, vous êtes nombreux, ça fait quelques heures, à avoir signé cette proposition de résolution de ma collègue Jennifer de Timmermans, de tous bords et dans une démarche transpartisane. Nous sommes capables de dépasser nos différences et sensibilités pour s'unir dans ce combat pour nos valeurs les plus profondes dans ce moment historique. Nous sommes par ailleurs 3 candidats à l'élection présidentielle de 22 à avoir co-signé cette proposition de résolution. Il est donc de notre devoir de s'emparer de ce débat et de le rendre public et l'ouvrant à nos collègues. Nous pouvons trouver un consensus afin d'apporter un cadre légal au soutien à Julian Assange. Nous souhaitons le voir libre demain pour qu'il puisse poursuivre son engagement pour les libertés. Ce soir, nous sommes là pour rappeler
et pour voter en sa faveur dans le long combat qui attend et qui l'attend. C'est un message vital pour lui et c'est un message important également à envoyer à tous les journalistes et les lanceurs d'alerte menacés, emprisonnés un peu partout dans le monde. Nous ne les oublions pas et nous nous battrons toujours jusqu'au bout pour les défendre comme eux se battent pour nous. Je vous remercie d'être présent pour Julian Assange et je remercie tout particulièrement ma collègue, la députée Jennifer de Timmermans, pour cette proposition, mes collègues, les députés Cédric Villani et François Ruffin, pour avoir accepté cette démarche transpartisane, et notre groupe Liberté et Territoire pour nous avoir permis de porter ce texte dans cet hémicycle. Mes chers collègues, le sort de Julian Assange est entre nos mains. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Stéphane Peu, au nom du groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'action des lanceurs d'alerte est essentielle dans notre démocratie car ils portent à notre connaissance les dérives et les abus de ceux qui se croient au-dessus des lois. Ces dernières années, de nombreuses affaires de fraude fiscale, d'abus de pouvoir, de civils victimes de bavures ou de tortures ont été dénoncées grâce à la mobilisation d'hommes et de femmes engagés pour l'intérêt général. Face à celles et ceux qui utilisent leur position pour enfreindre volontairement les règles, face à celles et ceux qui se croient assurés de l'impunité, ces hommes et ces femmes font preuve d'un grand courage pour oser les dénoncer publiquement. Cela s'inscrit au cœur d'un processus de moralisation qui touche l'ensemble de nos sociétés. Les citoyens et les citoyennes exigent une plus grande transparence, aussi bien en ce qui concerne l'action des États que les hommes et les femmes politiques, les entités publiques ou les entreprises privées. Les lanceurs d'alerte aspirent à être des acteurs au sein de nos démocraties et non des spectateurs impuissants face aux dérives dont ils sont témoins. Ils agissent là où nos systèmes de contrôle et de régulation sont le plus souvent défaillants. Mais dénoncer ces faits délictueux est une décision qui peut bouleverser une vie entière. Le risque de représailles se révèle un frein, tant elles peuvent être violentes et destructrices pour soi et son entourage. Pour les lanceurs d'alerte, il y a souvent une vie avant et une vie après l'alerte. C'est ce que vit Julian Assange. Depuis 10 ans, Julian Assange est un homme traqué, épié, espionné. Depuis 10 ans, Julian Assange est privé de liberté. D'abord à l'ambassade de l'Équateur à Londres, qu'il ne pouvait quitter sous peine d'être arrêté par la police britannique, et depuis 2019 dans une prison londonienne de haute sécurité, dans un cadre de détention particulièrement répressif. Oui, Julian Assange est un prisonnier politique. À ce titre, le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture et autres peines et événements cruels a déclaré que Julian Assange présente tous les symptômes typiques d'une exposition prolongée à la torture psychologique, une anxiété chronique et des traumatismes psychologiques intenses. Aux yeux des États-Unis, Julian Assange est coupable d'espionnage et risque pour cela 175 années de prison. À nos yeux, Julian Assange a dénoncé les agissements barbares et des bavures inqualifiables qu'il fallait rendre au public. Je rappelle ici d'ailleurs que c'est grâce aux informations de Julian Assange que nous avons appris que 3 présidents de la République française et 2 ministres français ont été espionnés par l'État américain. Il est temps de mettre fin à l'acharnement subi par Julian Assange. Il est temps de mettre fin à ces 10 longues années d'une vie volée. Ceux qui veulent l'emprisonner se servent de lui comme d'un exemple. À travers son expérience, ce sont tous les futurs lanceurs d'alerte que l'on tente de dissuader d'agir. Aussi, au chantage, à la répression, à l'intimidation, la France doit se distinguer par un soutien indéfectible à ces hommes et à ces femmes menacés. Lorsqu'un lanceur d'alerte est en danger à cause des informations qu'il a divulguées et qu'il n'a commis aucun acte illégal aux yeux de notre loi, notre pays doit se tenir à ses côtés en lui apportant appui et protection. Comme notre pays le fait déjà pour les personnes menacées en Afghanistan, par exemple. Il faut faciliter les demandes d'asile pour les lanceurs d'alerte étrangers.
Lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent le lanceur d'alerte de se déplacer, il doit être autorisé à formuler une demande d'asile où qu'il se trouve et celle-ci doit être traitée sans distinction. En novembre dernier, notre Assemblée a adopté une proposition de loi bien plus protectrice pour les lanceurs d'alerte que notre législation actuelle. Si j'ai salué, et mon groupe avec, les avancées que ce texte apporte, je regrette néanmoins que nous n'avons pas saisi cette occasion pour mieux protéger les lanceurs d'alerte en dehors de nos frontières. Ainsi, le groupe communiste apporte son soutien à Julian Assange et à tous les lanceurs d'alerte. Le contrôle qu'il exerce est précieux pour nos démocraties, car porté par une exigence éthique et de probité. En conséquence, bien évidemment, nous soutenons pleinement cette proposition de résolution. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-François Mbaye, au nom du groupe La République En Marche. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, la proposition de résolution du groupe Liberté et Territoires soulève opportunément la question de la protection des lanceurs d'alerte et plus singulièrement la situation de la figure emblématique de Julian Assange. Aujourd'hui incarcéré en Grande-Bretagne, après avoir été confronté à l'exil et à des traitements inhumains, sa liberté demeure compromise et son avenir incertain. Aucun défenseur des droits de l'homme ne saurait supporter une situation si disproportionnée. Le rapporteur spécial des Nations Unies nous le rappelle d'ailleurs dans son rapport. L'ensemble des groupes politiques qui sont présents dans cet hémicycle a prouvé encore récemment par ses travaux qu'aucun n'était insensible au sort des lanceurs d'alerte. Si notre Assemblée ne saurait rester indifférente, il convient néanmoins qu'elle s'exprime afin de faire évoluer de manière tangible la situation de Julian Assange et de tous les autres lanceurs d'alerte. Or, la présente proposition de résolution comporte un certain nombre de points litigieux qu'il est difficile d'ignorer eu égard aux enjeux qu'elle entend défendre. Le premier de ces points tient à ce qu'elle présente la décision d'accorder le statut de réfugié comme relevant de la seule volonté politique de l'exécutif. Or, le droit d'asile répond à un cadre juridique qui suppose la réunion de conditions et le respect de procédures objectivement établies. Aussi, ce n'est pas le gouvernement français qui accorde le statut de réfugié, mais bien l'Office français de protection des réfugiés apatrides, dont les décisions sont prises à la lumière de la jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile. Rappelons par ailleurs qu'en vertu de la lettre de l'article L. 121-7 du CESEDA, l'Office statue en toute indépendance et de manière impartiale. Il en ressort que l'obtention du statut de réfugié repose sur des règles assurant la sécurité juridique et l'égalité de traitement des demandes, ce qui, vous en conviendrez, peut difficilement être déploré par le législateur. Dès lors, et quelle que soit l'appréciation que chacun est libre de porter sur les actions de Julian Assange, l'asile ne saurait en aucun cas être considéré comme une contrepartie à un service rendu, qu'il soit avéré ou supposé, sauf à vouloir déstabiliser tout un pan de notre droit et avec lui notre politique d'asile. Une fois que je dis ça, est-ce que toute réforme n'est pas envisageable, voire souhaitable? Sans doute pas. Néanmoins, une telle entreprise nécessiterait un minutieux travail de fond permettant d'apprécier les conséquences qui ne manqueraient pas d'impacter directement les demandeurs. Au surplus, vous avez vous-même, Madame la rapporteure, concédé dans un article de presse publié mercredi dernier que l'adoption de votre proposition de résolution ne permettrait pas à Julian Assange de recouvrer la liberté. L'intention est noble et il nous faut adopter une position qui nous permette de faire avancer concrètement la situation. Par ailleurs, cette proposition de résolution contient 2 citations de membres de l'exécutif, l'une du président de la République et l'autre celle de l'actuel garde des Sceaux. Toutes 2 ont été sorties de leur contexte et desservent la pertinence du propos. Celle du chef de l'État est tirée d'un entretien donné au vidéaste Hugo Travers en 2019 et concernait une situation sans rapport avec celle de Julian Assange, en parlant de, je cite, « liberté des individus ». Le président parlait en effet d'un membre des forces spéciales dont le nom avait été divulgué dans la presse et qui avait agi en justice en son nom propre contre une journaliste. Celle d'Éric Dupond-Moretti, qui n'était pas encore garde des Sceaux, mais qui était effectivement l'avocat de Julian Assange.
Vous l'aurez compris, telle qu'elle est rédigée, nous ne pouvons pas souscrire à cette proposition de résolution. En revanche, et dans le prolongement de la proposition de loi de notre collègue Sylvain Waserman, dont nous examinerons la semaine prochaine le texte tel qu'issu de la commission mixte paritaire conclusive, nous sommes convaincus de la nécessité de poursuivre le travail entrepris en faveur de la protection des lanceurs d'alerte. Nous en sommes intimement convaincus. Ainsi que le suggère cette résolution, c'est vers l'Union européenne et le Conseil de l'Europe qu'il nous faut nous tourner afin d'élaborer avec eux, avec nos partenaires, un régime à même de répondre aux insuffisances systémiques préjudiciables à tous les lanceurs d'alerte sans exception. À l'aune de ce point de convergence, nous sommes donc, Madame la rapporteure, déterminés et prêts à entreprendre à vos côtés toutes les démarches nécessaires pour ce faire et pour œuvrer effectivement au renforcement des mesures de protection de l'ensemble des lanceurs d'alerte. Et c'est pour l'ensemble de ces raisons et convaincu de la pertinence qu'il y a à avancer collectivement sur ces questions que le groupe La République En Marche invite la rapporteure à retirer sa proposition de résolution. Le cas échéant, nous serions donc amenés à la rejeter. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à monsieur Nicolas Turquois, au nom du groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame de Temmerman, mes chers collègues, les lanceurs d'alerte sont aujourd'hui des garants importants de nos libertés et de notre démocratie. Au service de la vérité, leur engagement nous permet de lutter efficacement contre des crimes tels que la corruption, l'évasion fiscale, la surveillance de masse ou encore l'espionnage industriel. Pourtant, ces personnes se retrouvent bien souvent face à un dilemme. Porter la vérité au grand jour ou sacrifier une carrière, un quotidien ou une vie de famille. Car les conséquences juridiques et financières sont des risques réels et majeurs auxquels s'exposent aujourd'hui les lanceurs d'alerte. Conscient de l'importance de protéger ces derniers afin de faciliter l'alerte, j'ai moi-même souhaité apporter ma signature à la proposition de résolution que nous examinons ce jour. Et je veux dire sans ambiguïté qu'un homme ne peut pas et ne doit pas risquer un siècle de prison pour avoir été un lanceur d'alerte. C'est une atteinte insupportable aux droits de l'homme. Julian Assange pose à nos démocraties un véritable défi et c'est probablement au niveau européen que nous pourrions le plus utilement imaginer un véritable droit d'asile pour des lanceurs d'alerte notoires. Je lui dis ici, et nous devons lui dire ici notre total soutien, et nous devons aussi nous mobiliser sur le sujet parce que c'est le sens de nos valeurs humanistes européennes. C'est aujourd'hui ce que la France s'attache à faire. Notre pays, conscient de la nécessité absolue des lanceurs d'alerte et de leur caractère démocratique, est pleinement engagé à leur côté pour assurer leur protection et la transparence de nos sociétés. La proposition de loi portée par mon collègue Sylvain Waserman et récemment adoptée au sein des deux assemblées successivement place les lanceurs d'alerte comme piliers de nos démocraties. Elle vient aussi renforcer la loi dite Sapin II de 2016 et fait de la France un pays à la pointe en Europe et dans le monde sur la question des lanceurs d'alerte. Pour revenir à Julian Assange, le cas du lanceur d'alerte pose cependant plusieurs questions. D'une part, M. Assange est soumis aux décisions de la législation anglaise. Il se trouve ainsi dans un État qui garantit les libertés individuelles et où la justice est indépendante. La France n'a pas vocation à interférer dans les décisions juridiques souveraines de ses alliés. Ainsi, il revient au Royaume-Uni de décider du cas de M. Assange, surtout en considérant d'autre part qu'il n'a pas, à notre connaissance, à l'heure où je vous parle, déposé de demande d'asile politique auprès de notre pays, ni demandé de visa. Aussi, si tel était le cas, je rappelle que ce sera l'Office français de protection des réfugiés apatrides de traiter sa demande. Ainsi, ni le gouvernement ni les parlementaires ne peuvent interférer dans les procédures de demande d'asile. De plus, il ne s'agit pas ici uniquement du cas de M. Assange. Comme vous le savez, voter en faveur de cette résolution rendrait l'ingérence française dans les affaires juridiques de ses voisins légitime et mettrait la France en porte-à-faux vis-à-vis du droit international. C'est pour cela que le groupe MoDem ne soutiendra pas ce texte, malgré l'idéal qu'il porte et le soutien indéfectible que nous devons à M. Assange et à son combat. Je vous remercie.
Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Madame Claudia Rouault, au nom du groupe socialiste et apparenté. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, je tiens à remercier le groupe Liberté et Territoires d'avoir inscrit cette proposition de résolution à l'ordre du jour de leur niche parlementaire pour nous permettre de débattre et d'avancer, je l'espère, sur ce sujet éminemment politique. Il s'agit de protéger Julian Assange, fondateur de Wikileaks, ayant révélé l'espionnage de l'Élysée par nos alliés américains, mais aussi de tous les lanceurs d'alerte poursuivis à ce titre. Il s'agit de défendre les libertés et la démocratie. Il s'agit de renouer avec une tradition chère à la France, celle d'être le pays des droits de l'homme. Nous connaissons toutes et tous l'histoire de Julian Assange qui mérite d'être rappelée. Pour avoir révélé des informations d'intérêt général au moyen de son site Wikileaks, notamment l'espionnage par les services secrets américains du président de la République française et de chefs de gouvernement étrangers, Julian Assange est persécuté depuis 12 ans. Mis sur écoute, espionné, surveillé en permanence, il s'est réfugié pendant 7 années dans une pièce de 10 mètres carrés de l'ambassade d'Équateur à Londres. Depuis 2019, il est détenu dans une prison anglaise de haute sécurité dans l'attente du délibéré concernant son extradition aux États-Unis où il risque 175 ans de prison. Julian Assange n'a pas juste fourni des informations d'intérêt général pour le monde, il a donné des informations concernant particulièrement la France. Julian Assange est donc un allié de la France, qui pourtant n'est pas protégé. Pourtant, l'ONU, Amnesty International, Human Rights Watch, des journalistes, le Conseil de l'Europe réclament sa libération. Cela dépasse les clivages politiques, il s'agit des principes fondamentaux de la démocratie. Pour son combat fondamentalement politique, il est nécessaire de protéger Julian Assange en lui accordant le droit d'asile. Et plus généralement, pour le combat en faveur de la liberté et de la démocratie, il est essentiel de permettre à tout lanceur d'alerte de nationalité étrangère, poursuivi en raison de ce combat, de demander une protection à la France. Nous rappelons que le droit d'asile est consacré comme un droit de valeur constitutionnelle en France et que la Commission nationale consultative des droits de l'homme recommande un tel droit pour les lanceurs d'alerte. Le groupe socialiste et apparenté avait d'ailleurs déposé, avec d'autres groupes politiques, un amendement en ce sens sur la proposition de loi de notre collègue Waserman visant à mieux protéger les lanceurs d'alerte sans avoir été entendu par la majorité. Parce que cette question ne se conjugue pas au passé et que nous connaîtrons certainement d'autres Julian Assange, peut-être dès demain, il est urgent de garantir une réelle protection des lanceurs d'alerte. Ainsi, pour que toutes celles et ceux qui s'engagent au nom de l'intérêt général, parfois au péril de leur vie, puissent compter sur le soutien de la France et bénéficier de sa protection, nous voterons cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Madame Patricia Lemoine, au nom du groupe Agir Ensemble. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre, il faut en convenir, d'un sujet sensible. En effet, personne ne peut rester insensible à la situation de Julian Assange, qui, rappelons-le, encourt une peine d'emprisonnement de près de 175 ans pour avoir commis le crime d'être lanceur d'alerte. Inacceptable, bien sûr, sur le principe et contraire à nos valeurs humanistes et européennes. Je tiens donc à indiquer que je m'exprimerai ici, ce soir, au nom d'une large majorité des députés du groupe Agir Ensemble, qui ne peuvent soutenir ce texte, mais uniquement pour des raisons fondées en droit interne et international. Concernant tout d'abord la première invitation, accorder l'asile politique à Julian Assange, et selon l'OFPRA, la protection qu'accorde un État d'accueil à un étranger qui ne peut, contre la persécution, bénéficier de celle des autorités de son pays d'origine.
Or, Julian Assange est détenu en Grande-Bretagne et le risque qu'il encourt actuellement est l'extradition vers les États-Unis. Les systèmes britanniques et européens de procès équitable garantis par l'article 6 de la CEDH, d'une part, et le Due Process of Law américain, garanti par le Bill of Rights, sont certes différents, mais assurent objectivement une procédure judiciaire digne de grands pays démocratiques. Donner le statut de réfugié politique à Julian Assange reviendrait à ne pas reconnaître l'impartialité de ces deux systèmes judiciaires. S'agissant de la seconde invitation, faciliter l'accès au statut de réfugié pour les lanceurs d'alerte étrangers et leur accorder l'asile politique. L'OFPRA n'est en effet aujourd'hui compétent que pour traiter les demandes d'asile déposées sur le territoire français. Il ne peut pas être saisi par une personne se trouvant à l'étranger. Toutefois, un ressortissant étranger peut d'ores et déjà solliciter un visa au titre de l'asile auprès des autorités françaises sur son lieu de résidence. Un ressortissant étranger qui obtient ce visa pourra venir en France de manière régulière et poursuivre la procédure de demande d'asile. Il semble que cette demande soit dès lors largement satisfaite. Sur la troisième invitation, saisir le Conseil de l'Europe en vue d'engager les travaux pour une élaboration d'une convention spécifique visant à conférer le statut de réfugié aux lanceurs d'alerte. En août 2019 déjà, la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, par la voix du rapporteur Sylvain Waserman, a invité le comité des ministres à lancer le processus de négociation d'une convention du Conseil de l'Europe sur la protection des lanceurs d'alerte. Cette recommandation a d'ailleurs été votée par les députés de notre groupe, Alexandra Louis et Dimitri Houbron. S'agissant enfin de la quatrième invitation, appelant à un travail des institutions communautaires au sujet des lanceurs d'alerte. Précisons que dans le cadre de l'Union européenne, une directive européenne a été adoptée le 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union. Une directive européenne a un effet direct dans le droit des pays de l'Union européenne. En France, une proposition de loi organique ainsi qu'une proposition de loi ordinaire ont été adoptées par notre Parlement. La CMP a été conclusive mardi dernier. Ce texte, une fois promulgué, fera de la France un pays à la pointe en Europe et dans le monde sur la question des lanceurs d'alerte, selon les propres mots du rapporteur Sylvain Waserman, affirmation à laquelle je souscris. Par cette loi, la France est allée encore plus loin que la loi Sapin II et ce qui était exigé par la directive européenne, et nous nous en félicitons. Mais même dans le cadre de cette loi, Julian Assange n'aurait pas pu bénéficier de ce statut du fait de la révélation de secrets relevant de la défense nationale. Les informations couvertes par le secret de la défense nationale sont exclues du champ de l'alerte, permettant la reconnaissance du statut de lanceur d'alerte. Le vote ce soir pour les députés du groupe Agir sera libre, mais pour respecter l'esprit et la volonté du plus grand nombre, je voterai contre en ayant un souhait, Monsieur le Ministre, c'est de tout mettre en œuvre pour permettre à Julian Assange de retrouver la liberté en utilisant de toutes les voies et les moyens possibles. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Monsieur François Ruffin, au nom du groupe La France Insoumise. Quand la France se grandit, quand sommes-nous fiers de notre pays? La France se grandit, à mon avis, quand elle fait résonner son nom face à l'ordre mondial, face à un ordre injuste. Nous sommes fiers d'elle, fiers de nous, quand elle fait entendre sa voix d'indépendance et de résistance, même face aux superpuissances. Nous sommes fiers, c'est notre source, c'est notre fondation. Nous sommes fiers de la France de 1789, qui affronta toutes les monarchies, toutes les tyrannies rassemblées. Nous sommes fiers du non posé par le général de Gaulle un certain 18 juin face à une Europe nazie. Nous sommes fiers du non de Dominique de Villepin, du non de Jacques Chirac à la guerre en Irak. Nous sommes fiers encore du non lancé par le peuple français un 29 mai, non à la concurrence libre et non faussée. Voilà ma France.
Quand, en revanche, avons-nous honte? Nous avons honte quand la France se courbe, quand la France s'aplatit, quand la France se rétrécit, quand on la fait cocu et qu'elle dit merci. Nous avons honte précisément il y a 10 ans. Qu'apprend-on alors? Qu'apprend-on grâce à Edward Snowden et à Julian Assange? Que la NSA, la National Security Agency, les grandes oreilles américaines ont écouté, espionné durant des années 3 présidents français, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Plus des ministres de l'économie, plus une surveillance massive, 70 millions d'enregistrements téléphoniques. Comment Paris réagit alors? En ne réagissant pas. Il faut qu'on garde la mesure de tout cela, déclare Stéphane Le Foll, alors porte-parole du gouvernement. On n'est pas là pour déclencher des ruptures diplomatiques, il y a trop de liens. Avant de s'envoler vers Washington pour y discuter du grand marché transatlantique. Et François Hollande se montrait presque content. Le président Obama, dans le coup de téléphone que j'ai eu avec lui, m'a confirmé que la présidence de la République ne faisait plus l'objet de ciblage. Le Monde conclut alors: l'avenir dira peut-être un jour pourquoi Paris est resté si discret. L'avenir a juste confirmé notre lâcheté. Car quoi? La France est surveillée par un allié jusqu'à l'Élysée, mais nous ne prenons aucune mesure de rétorsion. Nous n'avons aucun sursaut d'orgueil, de fierté. Nous ne faisons rien pour imposer le respect. Cette France, oui, cette France qui se laisse piétiner, elle me fait honte. Et pire encore, quel secours, quelle protection apporte notre pays quand Edward Snowden et Julian Assange sont poursuivis, pourchassés, traqués par nos amis américains? Aucun secours, aucune protection, jusqu'à la comédie. Le 3 juillet 2013, un jour de la honte, la France a refusé qu'Evo Morales, le président bolivien, survole notre territoire. Pourquoi? Car cet avion était soupçonné de transporter Edward Snowden. Mesure-t-on notre lâcheté? Et pour Julian Assange, enfermé depuis 10 ans, quelles mains avons-nous tendues? Aucune, rien, pas un geste pour l'homme qui a révélé notre espionnage général. Car on doit accueillir Julian Assange pour les droits de l'homme, pour les droits d'un homme, jamais jugé, jamais condamné et pourtant prisonnier. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, Nils Melzer, écrit, je le cite, « Julian Assange doit à présent être libéré immédiatement, réhabilité et indemnisé pour les abus et l'arbitraire auxquels il a été exposé. » On doit accueillir Julian Assange pour les droits de la presse et comme reporter, j'y suis attaché. Quel est le seul crime que Julian Assange ait commis? C'est d'avoir divulgué des vérités, notamment sur les guerres américaines en Irak, en Afghanistan. C'est comme journaliste qu'il a suscité la colère de Washington. C'est comme lanceur d'alerte qu'il risque une extradition avec à la clé 175 années de prison. Mais pour accueillir Julian Assange, un autre motif ici, dans l'Assemblée nationale, devrait nous tenir à cœur, à nous Français. Il est patriotique. Nous devons l'accueillir pour nous, ne serait-ce que par orgueil, pour service rendu à la nation. Nous devons l'accueillir pour la France, pour notre pays, pour choisir le chemin de la liberté plutôt que de la honte, pour choisir la liberté plutôt que la servilité. Comme l'énonçait André Malraux, le mot non, fermement opposé à la force, possède une puissance mystérieuse qui vient du fond des siècles. Toutes les plus hautes figures spirituelles de l'humanité ont dit non à César, l'esclave dit toujours oui. Et vous allez encore dire oui. Vous allez encore vous cacher derrière des grands principes, derrière des motifs techniques, derrière des prétextes juridiques, derrière des belles phrases, comme quoi vous apportez tout votre soutien, mais vous allez vous en laver les mains. Vous allez jouer les Ponce Pilate. Vous n'allez adresser aucun signe de désaccord, de refus au Royaume-Uni et aux États-Unis. Vous allez choisir la voie de la honte, le chemin de la servilité. La parole est à monsieur Cédric Villani. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je commencerai par remercier notre collègue Taché pour m'avoir laissé sa place d'orateur ce soir. Avez-vous quelque chose à dire? C'était la question posée le 1er mai 2015 sur un écriteau posé aux côtés de 3 statues grandeur nature érigées sur l'Alexanderplatz de Berlin. Les statues de Julian Assange, Bradley Chelsea Manning, Edward Snowden. 3 personnes qui ont révolutionné le journalisme et incarnent aujourd'hui plus peut-être que quiconque les lanceurs d'alerte. Les révélations divulguées par Manning et publiées par Wikileaks concernaient des crimes de guerre en Afghanistan et en Irak. Celle de Snowden, qui a bénéficié du soutien actif de Assange, portait sur des opérations d'espionnage numérique d'une ampleur jamais vue dans l'histoire de l'humanité.
Elles ont fait voler en éclats la statue des États-Unis protecteur des libertés individuelles. Elles ont fait entrer le journalisme et le monde dans une nouvelle ère. Sans ces révélations, nous n'aurions toujours pas de règlement général de protection des données en Europe. Comme tant d'autres lanceurs d'alerte aux États-Unis, ils ont payé au prix lourd, encore plus lourd que les autres et bien plus lourd que les criminels de guerre qu'ils ont dénoncés. Manning, après 9 mois de cachot, condamné à 35 ans de prison, finalement gracié in extremis par le président Obama. Snowden, exilé à vie. Et Assange, pour sa part, a déjà subi 10 ans de réclusion dans l'ambassade d'Équateur, puis dans une prison haute sécurité à Londres. Pour quel maigre chef d'accusation officiel avoir brisé sa période de liberté sous caution dans le cadre d'une pseudo-enquête sur une accusation de mœurs qui est de toute façon abandonnée depuis longtemps. Personne n'est dupe. Le seul crime d'Assange est d'avoir été trop bon éditeur, d'avoir si bien fait son travail qu'il a obtenu le titre de personnalité de l'année 2010 de Time Magazine. Et pour cela, il serait passible de 175 ans de prison. Manning, Snowden, Assange. Quand ils se sont décidés à passer à l'acte, ils savaient tous qu'ils pouvaient recevoir une balle perdue. Des personnalités publiques américaines ne se sont pas privées d'appeler au meurtre d'Assange, un scénario qui a été étudié puis abandonné par la CIA. S'ils n'avaient pas eu autant de force de caractère, ils auraient pu aussi finir comme Aaron Swartz, activiste de la liberté de l'Internet, persécuté jusqu'au suicide avant ses 27 ans. Mais sous la menace, emprisonnés, isolés, ils sont restés solidaires envers et contre tout. Un épisode héroïque dans un feuilleton dramatique d'une immense confusion, parsemé de mensonges d'État, de dénigrements, d'attaques insidieuses et d'une procédure judiciaire d'une complexité vertigineuse. Mais ce serait un piège ce soir d'explorer la technique du dossier. Des experts indépendants sur la détention arbitraire l'ont déjà fait aux Nations Unies, après un travail rigoureux. Dans un processus dont la Suède et la Grande-Bretagne étaient parties prenantes, ils ont rendu leur verdict. Assange est un prisonnier politique, soumis depuis plus d'une décennie à une torture psychologique qui rendrait fou n'importe qui. Le gouvernement britannique, face à ce verdict dérangeant, n'a pas trouvé d'autre réponse que de dénoncer un travail d'amateur. Mais c'est bien un avis étayé, après un travail de plusieurs années fouillé et appuyé sur les droits nationaux et internationaux. Nils Messer, rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, l'a dit on ne peut plus clairement. Monsieur Assange doit maintenant être immédiatement libéré, réhabilité et indemnisé pour les abus et l'arbitraire auxquels il a été exposé. Le droit à parler, mais rien ne bougera sans le rapport de force politique. Assange est soutenu par les représentants de la presse du monde entier, qui lui ont décerné des dizaines de prix pour l'action de Wikileaks, d'Amnesty International à Reporters sans frontières, en passant par la Freedom of the Press Foundation, l'Union américaine pour les libertés civiles et le Comité pour la protection des journalistes. Ils ont tous pris parti, ils ne s'y trompent pas. L'attaque contre Assange, initiée par l'administration Obama, renforcée sous Trump, maintenue sous Biden, c'est une attaque contre tout le journalisme d'investigation international. Et que dire des méthodes employées par cette administration, foulant aux pieds les libertés individuelles jusqu'à enregistrer les conversations d'Assange avec ses avocats et récupérer toutes les données Google des membres de Wikileaks. Une administration si arrogante qu'elle a la prétention de juger un journaliste australien pour des actions qu'il a effectuées depuis la Suède ou la France. Moi qui ai tant admiré, pour les avoir vécus, les talents d'accueil de la société américaine, moi dont la carrière scientifique doit tant aux campus vibrants et ouverts d'Atlanta, de Berkeley ou de Princeton, je reste sidéré devant un tel dévoiement des valeurs américaines. Et pour ce qui est des valeurs historiques de la nation française, voici les moments de les honorer. Avez-vous quelque chose à dire ? Ce soir, nous avons quelque chose à dire, grâce au groupe Liberté et Territoires, et cette résolution présentée par nos collègues Jennifer de Temmerman, Jean Lassalle, François Ruffin et d'autres très impliqués. Ce soir, c'est le moment, par vos déclarations et vos votes, de porter la voix de la France, qui ne saura se faire respecter que si elle parle haut. Le moment de dire votre attachement à la liberté et aux valeurs universelles qui fondent notre démocratie, de dire notre indignation devant la force arbitraire qui broie Julian Assange et notre volonté de le protéger. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La discussion générale est close. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, laissez-moi d'abord rappeler les faits.
Monsieur Julian Assange, qui est un ressortissant australien, s'est réfugié pendant 7 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres, jusqu'en avril 2019, date à laquelle il a été remis aux autorités britanniques. Les États-Unis ont alors lancé une procédure d'extradition en mai 2019, dont l'examen par les autorités britanniques a commencé en février 2020. La justice britannique s'est prononcée en première instance le 4 janvier 2021 contre la demande d'extradition formulée par les États-Unis, en prenant en considération les risques que celle-ci ferait peser sur la santé mentale de M. Assange. Cette décision a fait l'objet d'un appel par l'autorité de poursuite britannique pour le compte des États-Unis. Dans une décision du 10 décembre 2021, la Haute Cour de justice britannique a considéré que les garanties données par les autorités américaines en matière de conditions de détention étaient insuffisantes pour autoriser l'extradition de M. Assange vers les États-Unis. Le 24 janvier 2022, la Haute Cour de justice britannique a autorisé M. Assange à faire appel de cette décision devant la Cour suprême du Royaume-Uni. Vous le voyez, cette situation juridique concerne au premier chef les autorités judiciaires du Royaume-Uni. Nous considérons que le Royaume-Uni est un État de droit et nous faisons confiance à sa justice. Il est mentionné dans la proposition de résolution qui vous est soumise une éventuelle demande d'asile politique en France de la part de M. Assange. Permettez-moi de vous rappeler d'abord le cadre juridique qui précise les conditions d'une telle demande. En application du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient exclusivement à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, sous le contrôle juridictionnel de la Cour nationale du droit d'asile, de se prononcer sur l'éligibilité à la protection internationale et de reconnaître la qualité de réfugié à une personne qui invoque des craintes de persécution. La compétence de l'OFPRA pour connaître des demandes d'asile n'existe, selon la loi, que pour autant que la demande ait été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente. Or, l'OFPRA n'est compétent que pour traiter les demandes d'asile déposées sur le territoire français et ne peut pas être directement saisi par une personne se trouvant à l'étranger. Un ressortissant étranger se trouvant en dehors du territoire national, comme c'est le cas en espèces, peut néanmoins solliciter un visa aux fins de demander l'asile en France auprès des autorités consulaires françaises, dont la délivrance relève in fine de la compétence du ministère de l'Intérieur. En 2015, M. Assange a exprimé son intention par voie de presse de demander l'asile en France, mais n'a pas déposé de demande formelle en ce sens. À ce jour, le gouvernement français n'a pas connaissance d'une demande d'asile formelle qui aurait été déposée par M. Assange, ni, puisqu'il réside à l'étranger, de demande de visa aux fins de demander l'asile. Comme vous le voyez, cette question n'est donc pas nouvelle. Et la France, déjà interrogée dans le cas où une demande d'asile lui serait effectivement formulée, avait alors jugé qu'il n'y avait pas lieu d'apporter une réponse favorable à une demande d'asile politique qui serait faite aux autorités françaises. Pourquoi ? Parce que des éléments liés à la situation juridique et du fait de l'intéressé. Il n'apparaît pas aujourd'hui que les éléments d'analyse sur ce dossier et sur la situation de M. Assange aient évolué depuis. La situation de droit et de fait de M. Assange ne remettent en cause en aucune façon notre engagement constant en faveur de la liberté d'expression et de la protection des lanceurs d'alerte. Premièrement, la loi française consacre la liberté d'expression comme un des piliers de la démocratie. La liberté d'expression n'est pas absolue. Le corpus juridique encadrant cette liberté s'est d'ailleurs progressivement étoffé depuis la loi du 29 juillet 1881 par l'adjonction de règles liées au respect de la personne, à la protection des mineurs, à la répression de l'injure, à la diffamation ou à l'atteinte de la vie privée. Conformément à notre tradition libérale et aux prescriptions de la loi de 1881, les abus de la liberté d'expression ne peuvent être sanctionnés que par le juge judiciaire, gardien des libertés, sans intervention du pouvoir exécutif. Deuxièmement, vous mentionnez le statut juridique du lanceur d'alerte. Sur ce point, la France compte parmi les 10 premiers États membres de l'Union européenne à s'être doté d'un texte protégeant les lanceurs d'alerte par la loi dite Sapin II du 9 décembre 2016. Ce statut est entouré de conditions protectrices pour les différentes parties prenantes.
La proposition de résolution mentionne en outre la dimension européenne de notre action concernant les lanceurs d'alerte. Au sein des institutions européennes, la France a joué un rôle moteur afin de faire aboutir les négociations de la directive sur la protection des personnes qui signalent les violations du droit de l'Union européenne, adoptée le 7 octobre 2019. La France a défendu une approche équilibrée permettant de préserver un instrument unique au champ d'application large, à même de protéger le plus largement possible les lanceurs d'alerte contre le risque de représailles, tout en garantissant un dispositif juridique proportionné aux différents niveaux de gravité. Outre les signalements internes, la directive adoptée prévoit la possibilité de signalements externes, directement ou à l'issue d'un signalement interne resté vain, ainsi qu'une protection en cas de divulgation au public, sous réserve de certaines conditions. Comme vous le savez, mesdames et messieurs les députés, une proposition de loi a été déposée par le député Sylvain Waserman, que je remercie, le 21 juillet 2021. Elle vise à transposer cette directive du 23 octobre 2019. En réalité, cette proposition de loi va même plus loin que les dispositions européennes. Elle corrige un certain nombre de limites de la loi Sympa II, notamment le nouveau cadre législatif renforce l'accessibilité aux dispositifs d'alerte. Il supprime en effet l'obligation de lancer des alertes d'abord en interne avant de les faire connaître à des interlocuteurs externes à l'organisation concernée. Elle étend aussi la protection, au-delà des lanceurs d'alerte eux-mêmes, à celles et ceux qui facilitent l'alerte, qui pourront être des personnes morales à but non lucratif. Ce texte avait été adopté à l'unanimité en première lecture, avec modification, ici même par l'Assemblée nationale, le 17 novembre 2021. Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le 25 octobre 2021. Je me réjouis que les députés et sénateurs qui se sont réunis le 1er février 2022, très récemment, en commission mixte paritaire, soient parvenus à un compromis sur ce texte. Le nouveau cadre de protection des lanceurs d'alerte entrera ainsi en vigueur dans les tout prochains mois. Vous le voyez, la France est sur ce thème un bon élève, et je précise qu'à ce stade, aucun État membre de l'Union européenne n'a respecté le délai de transposition de 2 ans. Comme l'évoquait monsieur le député Mbaye, la France pourrait poursuivre ses efforts pour inciter ses partenaires européens à transposer cette directive pour augmenter la protection des lanceurs d'alerte en Europe. Je tiens toutefois à rappeler, puisque vous mentionnez la question de l'asile, que le cadre juridique que je viens d'évoquer reste très distinct du cadre juridique de l'asile. Des lanceurs d'alerte peuvent certes, s'ils entrent dans des conditions applicables, bénéficier de la protection des demandeurs d'asile ou de la protection subsidiaire, mais ce sont 2 sujets et 2 statuts différents. Il est enfin fait référence aux travaux du Conseil de l'Europe concernant les lanceurs d'alerte. Plusieurs instruments y ont été négociés visant à mettre en place des normes en matière de signalement et en matière de protection des lanceurs d'alerte. La Convention civile sur la corruption et la Convention pénale sur la corruption, adoptée en 1999, incitent notamment les États parties, dont la France, à prendre des mesures pour protéger les personnes qui divulguent des informations dans l'intérêt général. Plus récemment, en 2014, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté une recommandation traitant spécifiquement de la protection des lanceurs d'alerte. Faut-il, comme vous le mentionnez et comme le recommande l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, un instrument général sur la protection des lanceurs d'alerte et qui serait juridiquement contraignant ? Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a clairement exprimé sa position à cet égard le 29 avril 2020 en estimant, je cite, que la négociation d'un instrument contraignant, tel une convention, représenterait un processus long et aux résultats incertains compte tenu de la complexité du sujet et de la diversité des solutions adoptées par les États membres pour protéger les lanceurs d'alerte. Le comité a estimé plus opportun, à ce stade, d'encourager les États à mettre pleinement en œuvre les recommandations déjà adoptées en recourant, si besoin, à l'assistance technique des comités et organes compétents du Conseil de l'Europe. Pour l'ensemble des raisons que je viens d'évoquer, vous comprendrez que le gouvernement
émettent un avis défavorable sur la proposition de résolution qui vous est présentée par vos collègues. Mais comme vous aurez pu le constater, et soyez-en assurés, mesdames et messieurs les députés, le gouvernement est pleinement conscient de l'importance du sujet de la protection des lanceurs d'alerte au plan national et international. La France continuera à être exemplaire à cet égard, dans le cadre d'une approche équilibrée, protégeant toutes les parties concernées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Sur le vote de la proposition de résolution, je suis saisie par le groupe socialiste et apparenté d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Mbaye, à la demande du groupe La République En Marche, la séance est suspendue pour 5 minutes.
La séance est repliée. Nous en venons aux explications de vote. La parole est à Monsieur Alexis Corbière, au nom du groupe La France Insoumise. Merci. Je me permets de monter à la tribune parce que finalement, c'est peut-être tout ce qui reste. Soyez élégants, chers collègues. Touche un sujet grave. On peut y mettre une certaine solennité. Un homme a été condamné à mort, en réalité, ou condamné à l'enfermement. Je vais citer quelqu'un. On va tout de même rappeler ce qu'il a permis de révéler. Il a permis de révéler en France que Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient été espionnés par les Américains. Ça n'est pas rien. Il a permis de révéler également que Pierre Moscovici et François Baroin, 2 ministres français de l'économie, avaient fait l'objet d'une opération d'espionnage économique conduite par les États-Unis. Fin de citation. Celui qui parle là s'appelle Éric Dupond-Moretti. Il était alors avocat de M. Julian Assange. Et il parlait vrai. Et vous le jugez excellent ministre. Même avant d'être ministre, il n'était pas mauvais, notamment quand il s'exprimait ainsi. Alors si vous le jugez excellent, soyez fidèle à sa parole. Comment un homme dont le délit est précisément d'avoir permis à la France de faire face à ceux qui veulent mettre en cause son indépendance ne devrait pas bénéficier de l'aide de la France? À quoi se juge une grande nation libre et indépendante? Au fait que précisément, même si vous jugez les États-Unis d'Amérique comme un pays ami, nous devons leur dire que le sort qu'ils ont réservé à Julian Assange est intolérable. Et notre indépendance et la marque de notre indépendance se jugera à notre capacité à dire sur ce dossier qui est très clair qu'il est hors de question que cet homme qui est un lanceur d'alerte, un journaliste, soit mis au fer. Collègues, vous levez les mains en faisant le marionnettiste. Mais qui est la marionnette de qui là-dedans? Le dossier est clair et, Monsieur le ministre, je vous ferai un reproche, si vous me le permettez. C'est que vous n'avez jamais évoqué à cette tribune le cas Julian Assange. Jamais. Vous avez fait un cadrage juridique. Jamais vous ne vous êtes prononcé, comme citoyen, comme ministre, comme responsable politique, sur un dossier qui est limpide, qui est clair du point de vue notamment du rapport qui a été fait par l'ONU, de tous ceux qui ont travaillé ce dossier. Il est innocent. Il est innocent parfaitement. Et vous le savez. Tout le monde le sait. Monsieur Dupond-Moretti le sait. Et que faisons-nous face à ça? Nous ne prenons pas position. S'il s'agit de notre honneur comme nation, franchement, par les prises de parole qui sont ici, qui ne soutiennent pas Julian Assange, c'est une marque de servitude, d'avilissement face aux États-Unis d'Amérique. Ça n'est pas sérieux. Derrière le cas Julian Assange, c'est précisément le message clair que nous enverrions, même vis-à-vis d'une puissance amie, que nous n'acceptons pas le sort qui est fait à cet homme. C'est la raison pour laquelle la résolution qui nous était proposée parle vrai, parle juste. Il est tard. Envoyons un signal de lumière dans la nuit que traverse cet homme. Peut-être que cela ne permettra pas de l'arracher des griffes de ceux qui l'ont actuellement enfermé, mais qu'une grande nation comme la France, attachée à la liberté, envoie ce signal. Quel réconfort pour lui et pour tous ceux qui, comme lui, sont des lanceurs d'alerte. Chers collègues, faisons preuve de courage, soyons français, tout simplement fidèles à notre histoire. Votons cette résolution. Merci beaucoup, chers collègues. S'il n'y a pas d'autres explications de vote, Madame de Temerman, je vous en prie, au nom du groupe Liberté et Territoires. Chers collègues, ce soir, finalement, quoi qu'il arrive, nous aurons réussi. Julian Assange aura reçu le soutien de ceux qui, en France, accordent un prix à la vérité, à la liberté et aux droits humains. Nous ne sommes pas naïfs, nous savons aussi que sa situation n'aurait pas été réglée ce soir. Nous ne l'avons jamais prétendu. Nous avons entendu vos arguments. Mes chers collègues, il s'agit d'une proposition de résolution.
avant tout un geste symbolique qui dit de nous ce que nous sommes et ce que nous défendons. Comme tant d'autres gestes symboliques dans cet hémicycle, un geste contre une situation que vous-même jugez indigne. Certes, j'entends que l'OFPRA est seule habilitée à traiter la demande que Julian Assange pourrait déposer. Mais il y a des cas où l'exécutif a su intervenir pour obtenir la nationalité française pour des héros du quotidien ou des situations plus graves. Je parlerai par exemple de Lassana Bathily lors de la prise d'otage de l'Hypercacher. Je pourrais déployer tous vos arguments et puis les démonter un par un, mais finalement, ce qui compte ce soir, ce n'est pas de demander, d'accorder l'asile à Julian Assange, mais c'est d'assurer un homme épuisé, diminué moralement et physiquement, jusqu'au point, nous disaient ses proches, de ne plus y voir, faute de lumière du jour. Un homme qui n'a jamais mérité cela, mais qui a mérité notre respect et notre reconnaissance. Les convictions demandent des actes. Je vous en prie, ce soir, nous pouvons voter pour lui déclarer simplement notre soutien et puis ensemble, après, travailler effectivement aux meilleures solutions. Mais nous enverrons au moins un message clair et fort. Monsieur le ministre, nous aurions aimé vous entendre soutenir Julian Assange. Nous aurions aimé vous entendre soutenir l'idée d'une grande convention qui a été défendue, et je les en remercie, sur vos rangs par ceux qui ont pris la parole. Mais nous n'avons pas entendu cela. Alors, en responsabilité, nous prenons la décision de soutenir jusqu'au bout Julian Assange et de lui assurer que nous sommes avec lui. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix la proposition de résolution et vous prie de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 50, exprimé 48, majorité 25, pour 17, contre 31. Elle n'est pas adoptée. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi constitutionnelle relative à la reconnaissance du vote blanc pour l'élection présidentielle. La parole est à Monsieur Jean-Félix Acquaviva, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les années d'élections présidentielles et législatives, comme cette année 2022, sont toujours des moments importants dans la vie politique d'un pays. Il est ainsi heureux que nous ayons aujourd'hui l'occasion de débattre d'un sujet aussi crucial et déterminant que la crise démocratique et les moyens qui sont en notre possession pour y répondre. J'ai la conviction que nous touchons ici au cœur de notre rôle de parlementaire. En effet, nous le savons tous dans cet hémicycle, nos démocraties représentatives traversent de sérieuses turbulences. L'augmentation constante du taux d'abstention en constitue un signal alarmant qui révèle la désaffection croissante des citoyens à l'égard des élus.
Elle doit nous interroger et nous conduire à une réflexion collective sur le fonctionnement de la démocratie en général et du suffrage universel en particulier. La proposition de loi constitutionnelle soumise à notre examen aujourd'hui a été déposée par notre collègue Jean Lassalle, que je salue. Son contenu découle d'une croyance forte, celle qu'une meilleure prise en compte du vote blanc lors des élections présidentielles constituerait un premier pas dans le sens d'une réconciliation des Français avec la démocratie. En droit électoral, le vote blanc a longtemps été rendu invisible. Le Conseil d'État a précisé dès 1806 que les bulletins blancs devaient être retranchés des votes émis et assimilés au vote nul. Ce double principe d'exclusion des votes blancs des suffrages exprimés et d'assimilation du vote blanc et du vote nul a perduré jusqu'à une loi du 21 février 2014. Il s'inscrivait dans une tradition historique, celle d'une conception utilitariste du droit de vote. Dans ce cadre, le suffrage a pour unique finalité d'arrêter une désignation en cas d'élection ou une décision en cas de référendum. Dans cette optique, la prise en compte du vote blanc est perçue comme dangereuse. Une première rupture avec cette tradition historique est apparue, je le disais, avec la loi du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, qui a eu pour objet de distinguer le vote blanc du vote nul. Désormais, les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés aux procès-verbaux des élections. Cette évolution législative a permis d'atteindre un premier degré de reconnaissance juridique du vote blanc en permettant de le mesurer et en accroissant sa visibilité. Par exemple, lors du second tour de l'élection présidentielle de 2017, nous savons désormais que plus de 3 millions d'électeurs ont fait le choix d'un bulletin blanc, soit 6,4% des inscrits et 8,5% des votants. L'avancée permise par la loi de 2014 est toutefois avant tout symbolique. Le vote blanc est en effet mieux reconnu, mais il reste sans incidence sur le scrutin. La présente proposition de loi constitutionnelle suggère en conséquence d'aller plus loin. En rupture avec la conception strictement utilitariste du droit de vote, elle revient à affirmer que le suffrage universel peut et doit permettre aux citoyens d'exprimer leurs opinions, fussent-elles contestataires. Le premier article de la proposition de loi constitutionnelle a ainsi pour objet d'intégrer les votes blancs dans les suffrages exprimés lors de l'élection présidentielle. Il s'agit d'une avancée importante. Cette question est en effet un serpent de mer de notre vie politique. Dans notre Assemblée, elle a fait l'objet de 35 propositions de loi déposées depuis 1993. Elle figurait également dans le programme de 7 des 11 candidats à l'élection présidentielle de 2017. Enfin et surtout, elle bénéficie d'une adhésion très forte de la part des Français. En 2017, ils étaient 86% à se dire favorables à ce que le vote blanc soit comptabilisé dans les suffrages exprimés lors de l'élection présidentielle, y compris si cela pouvait mener à une invalidation de l'élection si aucun candidat ne parvenait à obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés. L'évolution proposée par cette proposition de loi constitutionnelle, en plus de répondre à une volonté des Français, permettra de lutter contre l'abstention. Au premier tour de l'élection présidentielle, elle représentait 16,2% des inscrits en 2007, 20,5% en 2012 et 22,2% en 2017. Au second tour, elle s'élevait à 16% des inscrits en 2007, 19,7% en 2012 et 25,4% en 2017. Ces chiffres doivent nous alerter. Reconnaître que le vote blanc a une véritable signification politique et donner à ce type de bulletin le pouvoir de changer le cours de l'élection constitue une première étape pour réconcilier les citoyens avec les urnes. En 2017, 78% des abstentionnistes déclaraient qu'ils auraient voté blanc si cette option avait été officiellement reconnue. Intégrer les bulletins blancs dans les suffrages exprimés emporte naturellement des conséquences sur le mode de scrutin présidentiel. Le second article de la proposition de loi constitutionnelle anticipe la situation dans laquelle aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au second tour. Il met en place un dispositif permettant d'éviter tout blocage institutionnel. Le dispositif initial de la proposition de loi prévoyait que le Conseil constitutionnel invalidait l'élection si aucun candidat n'obtenait la majorité absolue des suffrages exprimés et qu'il était procédé à un second scrutin. Par un amendement que je soutiens, notre collègue Jean Lassalle propose de préciser que lors de ce second scrutin, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au second tour est élu. Le dispositif ainsi amendé permettrait de trouver un juste équilibre entre, d'une part, la nécessité démocratique de donner à ceux qui souhaitent manifester leur refus de faire un choix parmi l'offre politique une incidence sur le scrutin. D'autre part, l'impératif de stabilité institutionnelle en limitant à 2 le nombre maximum de scrutins. Voici donc le sens de cette proposition de loi constitutionnelle qui est circonscrite par son objet mais profondément inspirée par la vision qu'elle porte de notre démocratie et du suffrage universel. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. La parole est à madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté.
Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, la proposition de loi constitutionnelle que nous examinons aujourd'hui vise à inclure les votes blancs dans la détermination des suffrages exprimés lors de l'élection présidentielle. Le texte propose aussi par ailleurs de permettre au Conseil constitutionnel d'annuler une élection présidentielle dans le cas où aucun des candidats ne recueillerait la majorité absolue des suffrages exprimés et de procéder ainsi à une nouvelle élection. Je tiens à vous dire que le gouvernement sera défavorable à cette évolution pour plusieurs raisons. D'abord, la modification constitutionnelle que vous proposez représente un bouleversement d'ordre juridique majeur, à l'égard de laquelle, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a souhaité nous mettre en garde. Il représente aussi et surtout un risque pour la solidité et pour la stabilité de notre système institutionnel. Aussi, il nous semble que nous ne pouvons pas y souscrire. Je tiens néanmoins à pouvoir saluer l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui de débattre de la signification du vote blanc, de cette non-expression d'un choix vers un candidat ou vers un autre candidat, qui en réalité témoigne, dans la plupart des cas, d'une forme d'insatisfaction vis-à-vis de l'offre politique existante, mais aussi d'un éloignement de beaucoup de nos concitoyens de la sphère publique. Ce débat, je crois, devrait nous permettre de nous poser davantage la question de savoir comment nous pouvons, nous responsables politiques, intéresser de nouveau nos concitoyens au débat démocratique. Réenchanter la politique pour que chacun puisse vouloir exprimer sa préférence au lieu de se mettre en retrait, soit en s'abstenant, soit même en refusant de procéder à un choix lors de l'élection. Car c'est cela qui devrait être le cœur de notre débat. Nous devons entendre les raisons qui amènent nos concitoyens à s'exprimer à travers un bulletin de vote blanc et nous donner collectivement les moyens de faire revenir les Français vers la politique, de redonner envie aux Français de choisir leurs élus. Car c'est à travers cet acte de choix que les Françaises et les Français peuvent orienter l'avenir du pays, de nos régions, de nos départements, de nos communes. Refuser de choisir, refuser d'élire, c'est aussi exposer la collectivité à ne pas être gouvernée. Et la question se poserait alors, puisque comme vous le savez, la loi numéro 2014-172 du 21 février 2014, visant à reconnaître le vote blanc aux élections, permet d'ores et déjà de décompter séparément les bulletins de vote blancs des bulletins des votes nuls. La loi organique numéro 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle a introduit cette disposition dans le cadre de l'élection présidentielle. Mais le débat autour du vote blanc ne date pas seulement des années 2000, il remonte à bien plus loin. Le 18 Ventose, en 6, soit le 6 mars 1798, fut votée une loi autorisant le vote blanc au même moment où le vote par bulletin s'insérait durablement dans la vie politique française. Et tout au long du XIXe siècle, sous la monarchie de Juillet, puis sous le Second Empire, nous avons assisté à un débat vif autour de la reconnaissance du vote blanc, et ce, jusqu'à la Troisième République. Et c'est là, au moment même... Je vous donne le point. Et c'est là, au moment même où on a vu s'enraciner le suffrage universel direct et les fondements d'une démocratie libérale, fondée sur l'idée que le suffrage doit conduire à sélectionner les responsables politiques, que le vote blanc fut abandonné. Mais l'acte de vote, il sert aussi à exprimer une opinion. Alors bien sûr, le vote blanc peut nous dire quelque chose, une défiance, une indifférence, une forme de mécontentement peut-être. Toutefois, je crois que les opinions politiques devraient s'exprimer avant tout en renforçant le pluralisme politique, en permettant à tous les courants de pensée de trouver une expression politique et démocratique, et donc à travers un choix exprimé dans l'urne. Nous avons eu hier, dans cet hémicycle, un débat riche autour de la mise en place d'une dose de proportionnelle aux élections législatives, sur la recherche d'un mode d'élection plus lisible, d'un mode d'élection plus cohérent pour les élections régionales et départementales, ainsi d'ailleurs que sur la parité dans les conseils municipaux. Et c'est en allant... Super.
Et c'est en allant dans cette direction que nous pourrons, je crois, redonner envie aux Français de choisir leurs députés, de choisir leurs maires, de choisir leurs conseillers régionaux et départementaux et bien sûr leur président de la République. Car que se passerait-il une fois que les votes blancs pris en compte dans les suffrages exprimés seraient validés? Je vais revenir sur les inconvénients techniques et juridiques d'une telle mesure. Mais sur le fond, je vous pose la question, mesdames et messieurs les députés, souhaitons-nous voir grossir cette part de la population qui, au lieu de donner une orientation politique à travers son vote, va choisir de voter blanc et donc de ne pas choisir? Je crois que ce serait reconnaître pour nous, responsables politiques, un échec profond. En réalité, je pense que ce n'est pas cela que les citoyens attendent. Je crois qu'ils attendent, en revanche, d'avoir des élus qui se mobilisent pour les écouter, pour répondre à leurs besoins, pour apporter des réponses aux grands enjeux d'avenir et aux problèmes du quotidien. Et le vote blanc ne nous apportera pas cela. Les conséquences de la reconnaissance du vote blanc en tant que suffrage exprimé pour l'élection du président de la République seraient par ailleurs graves potentiellement, puisque prendre en compte les votes blancs dans les suffrages, ce serait par exemple porter atteinte à la légitimité de l'élection du président de la République et donc à l'ensemble de notre système démocratique. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Ce que vous proposez reviendrait donc à mettre en cause ce principe cardinal pour cette élection. Par ailleurs, le système que vous proposez présente un risque considérable, celui de l'incapacité potentielle d'élire tout simplement un président de la République, puisque théoriquement, en l'absence de majorité absolue, il nous faudra alors recommencer et recommencer et recommencer autant de fois que nécessaire l'organisation d'un nouveau scrutin. Cette situation créerait une instabilité importante au sommet de l'État, difficilement acceptable pour nos concitoyens. Le risque de paralysie électorale, mais surtout de paralysie du pays, s'accompagnerait d'une atteinte à la légitimité de celui ou celle qui, au terme de ce très long et répétitif processus démocratique, serait finalement élu. On peut alors douter qu'un candidat ayant eu besoin de nombreux tours de vote avant même d'être élu puisse avoir la légitimité suffisante que lui confère l'élection en temps normal. Cette fragilité, elle serait d'autant plus problématique pour une élection importante comme celle du président de la République dans notre système institutionnel. Il nous est proposé donc un système où le choix d'une petite minorité bloquante d'électeurs pourrait mettre en péril l'expression de la grande majorité des votants. Pour compléter l'analyse concernant l'instabilité qu'introduirait cette disposition dans l'élection du président de la République, tenons compte des scrutins passés et des enseignements tirés. En 2017, les bulletins blancs ont été décomptés au nombre de 3 021 499. Si la disposition aujourd'hui proposée avait été en vigueur, ça veut dire que le score du président élu au second tour aurait été de 60%. Alors que les bulletins blancs n'étaient pas encore décomptés à part, les bulletins blancs et nuls en 2012 ont représenté 2 150 956 voix. Le président élu en 2012 n'aurait alors obtenu que 49% des suffrages au lieu de 52%. Le Conseil constitutionnel aurait dû procéder à l'invalidation du scrutin malgré les plus de 12 millions de voix réunies en 2012 et les plus de 16 millions de voix portées sur le second candidat. C'est sans compter, mesdames et messieurs, sur l'effet d'entraînement qu'aurait cette disposition introduite dans les règles de l'élection du président de la République. Des demandes émergeraient rapidement pour envisager que des nouvelles modalités de prise en compte du vote blanc soient étendues pareillement à toutes les autres élections de notre système démocratique. Alors, mesdames et messieurs les députés, la prise en compte dans une élection au scrutin de liste des bulletins blancs en tant que suffrage exprimé implique des évolutions notables et contestables. En premier lieu, la prise en compte du vote blanc augmente mécaniquement le nombre de suffrages exprimés. Par conséquent, le pourcentage de suffrages recueillis diminue. C'est mathématique pour chaque liste, quand bien même le nombre de suffrages qu'elles obtiennent en valeur absolue resterait constant. L'effet obtenu serait donc contraire à l'effet escompté, puisqu'une telle évolution pénaliserait alors les formations politiques modestes, qui atteindraient plus difficilement les seuils de pourcentage fixés par le Code électoral pour la répartition des sièges, l'accès à un éventuel second tour et d'ailleurs même la fusion des listes. Il en va de même pour les seuils qui permettent d'accéder au remboursement des frais de campagne engagés. Compter le vote blanc dans les suffrages exprimés sans modifier les seuils électoraux porterait atteinte à l'exigence constitutionnelle de participation équitable des partis et des groupements politiques
à la vie politique et de garantie de l'expression pluraliste des opinions consacrée par l'article 4 de la Constitution. Par ailleurs, cette évolution présenterait aussi le risque plus global de multiplier les seconds tours au pluriel, tout en rendant plus difficile l'obtention de la majorité absolue dès le premier tour. Il faudrait alors évaluer très finement l'impact du dit vote blanc sur la répartition des sièges, la possibilité ou non d'attribuer au vote blanc des sièges qui demeureraient vacants. Et dès lors, pour les scrutins proportionnels, 2 hypothèses seraient envisageables. Soit la reconnaissance du vote blanc pourrait être sans impact sur la répartition des sièges, ce qui viderait d'ailleurs de son sens sa prise en compte, soit les votes blancs seraient attribués à des sièges qui demeureraient donc vacants pendant toute la durée du mandat. Et on frôlerait alors l'absurde. Pour les scrutins majoritaires, où la loi impose la majorité absolue de suffrages exprimés pour être élu dès le premier tour, l'intégration des votes blancs rendrait plus difficile l'élection de candidats dès le premier tour, comme je l'évoquais précédemment. Pour le cas spécifique maintenant des référendums, lors desquels les bulletins blancs sont assimilés à des suffrages exprimés, le vote blanc deviendrait-il une troisième option, en plus des bulletins oui et non? Et par conséquent, les règles d'adoption des dispositions soumises à référendum devraient être, elles aussi, très largement modifiées dans la loi pour envisager, en première hypothèse, l'adoption de la disposition soumise à référendum, à condition que le oui l'emporte à la majorité absolue. Cela reviendrait alors à assimiler les votes blancs à des bulletins de vote non, et cette option pourrait donner lieu à de possibles manipulations kafkaïennes. Pour illustrer le propos, une question. Êtes-vous favorable au projet consistant à réduire à 5 ans le mandat présidentiel, assimile le vote blanc au non et donc au maintien du septennat, alors que la question « Êtes-vous favorable au maintien du septennat ?» assimile le vote blanc à un vote favorable au quinquennat. La deuxième hypothèse concernant les référendums, mesdames et messieurs les députés, serait de modifier la règle d'adoption des dispositions soumises à référendum de manière à ce que l'adoption de la disposition soumise à référendum le soit à la condition que le oui l'emporte à la majorité relative. Cette option poserait alors la question des conséquences à tirer d'une majorité relative de vote blanc par rapport au vote oui et au vote non. Alors vous le constatez, mesdames et messieurs les députés, la prise en compte du vote blanc nous oblige collectivement à modifier substantiellement le droit électoral. Et les effets de telles modifications sont très vastes. Déjà, à l'occasion du débat au sein de cette Assemblée, de la loi du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, la discussion parlementaire avait permis de souligner des obstacles insurmontables que poserait la prise en compte de bulletins blancs dans les suffrages exprimés, qu'il s'agisse d'élections au scrutin uninominal majoritaire ou au scrutin de liste proportionnel, ainsi qu'au référendum. Pour autant, et cela avait bien été noté lors des débats de 2014, abstention et vote blanc ne peuvent pas être mis sur le même plan, car en déposant un bulletin dans l'urne, y compris un bulletin blanc, le citoyen participe à l'élection. Le vote blanc doit donc alors être considéré différemment, et c'est ce qui a conduit le Parlement à faire en sorte que les votes blancs soient décomptés et distingués des votes nuls. La loi de 2014 a même été plus loin, en élargissant la définition du vote blanc. Celui-ci était auparavant limité au cas de l'enveloppe contenant une feuille de papier blanc vierge, reconnue comme telle au moment du dépouillement, c'est-à-dire exempt de tout signe et exempt de toute annotation. À compter de cette loi, le vote blanc est étendu à l'enveloppe réglementaire trouvée vide, ce qui offre à l'électeur la possibilité de décider de son vote blanc dans le secret de l'isoloir, même sans avoir pensé à apporter sa feuille de papier blanc vierge. Comme l'explique le rapport d'information visant à identifier les ressorts de l'abstention, que je souhaite à nouveau saluer pour la qualité de ces propositions et des analyses effectuées, je cite « Le vote blanc est un non-choix. Il ne permet la désignation d'aucun candidat et c'est pourtant la fonction de l'élection que de désigner un candidat. En conséquence, le vote blanc ne devrait pas avoir la capacité à mettre en péril l'élection d'un candidat qui a bien obtenu la majorité des suffrages. Mesdames et messieurs les députés, vous le savez, le gouvernement s'est engagé pour enrayer l'abstention, pour rapprocher nos concitoyens de la vie politique. Nous avons mis en place de nombreuses mesures. Je veux vous présenter la nouvelle carte électorale que chacun va recevoir
sur laquelle il y a un QR code qui permet d'accéder à toutes les informations utiles pour aller voter. J'ai réuni ce matin, place Beauvau, l'ensemble des plateformes, Twitter, Snapchat, TikTok, Google, etc., pour qu'elles communiquent à destination des jeunes sur les adresses des bureaux de vote, sur la manière de s'inscrire. Je rappelle le dispositif maprocuration.fr. Je rappelle aussi qu'il n'est pas trop tard pour s'inscrire sur les listes électorales, puisque nous avons allongé la possibilité de s'inscrire sur les listes électorales. Et c'est bien le sujet que nous débattons aujourd'hui, puisque le sujet, c'est l'abstention. Le sujet, c'est que l'offre politique ne correspond pas toujours à la demande. Et le sujet, c'est aussi, je crois, qu'il y a des gens qui se désintéressent de la politique parce qu'ils en ont peut-être marre d'entendre des cirques dans lesquels on hurle sur les personnes qui sont en train de parler ou de voir à quel point les personnes, et les élus et les personnalités politiques sont parfois menacés. Ça fait également partie des sujets qui éloignent nos concitoyens du vote. Et je pense que tous ces sujets sont intimement liés et que nous devons y apporter des réponses cohérentes et également liées entre elles. C'est en tout cas ce à quoi le gouvernement travaille en ce moment. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean Lassalle, au nom du groupe Liberté et Territoires. Merci, Madame la Présidente. Je fais comme la Ministre. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier mon collègue et ami Jean-Félix Acquaviva, qui a bien voulu rapporter la proposition de loi dont je suis l'auteur. Je remercie également notre groupe parlementaire, Liberté et Territoires, pour m'avoir donné cette chance de présenter ce texte, défendre nos idées, les valeurs que nous partageons avec un très grand nombre d'entre nous et avec de très nombreux Français. Je remercie enfin tous les groupes qui ont bien voulu jouer le jeu aujourd'hui pour que le groupe Territoire et Liberté et Territoire puisse passer l'ensemble de ces textes. Ils ont connu des fortunes diverses, mais tout a pu être discuté. Alors, comme nous avons pu l'exprimer lors de l'examen de ce texte en commission, la démocratie représentative à laquelle nous sommes tous si attachés est ces dernières années largement contestée. Et d'ailleurs, la longue réponse que vous m'avez faite, que vous nous avez faite, Madame la Ministre, montre à elle seule l'extrême inquiétude qui vous habite. Et certainement l'extrême inquiétude qui habite le gouvernement et le président de la République. Je vais en reparler à peine un petit peu plus tard. L'abstention atteint des niveaux sans précédent. La défiance envers les élus et plus encore les partis politiques aussi illustre le fossé qui se creuse entre le peuple et ses représentants. Les Français ont perdu confiance en leurs élites, notamment leurs élus, et plus encore en les partis politiques. Et je mettrai à part ici la presse, parce que ce n'est pas l'objet d'en parler, mais enfin, elle suit de très près. L'abstention augmente de manière massive depuis des années, les années 80, toutes élections confondues. En s'abstenant, le peuple signifie qu'il n'a plus ni la voix pour se révolter démocratiquement, ni le pouvoir suffisant pour changer fondamentalement le cours de notre histoire. Ainsi, Emmanuel Macron a été élu en 2017 par seulement 43,6% des électeurs inscrits. 12 millions de Français se sont abstenus et plus de 3 millions ont voté blanc. Il s'agit du record absolu sous la Ve République. Comme un président élu avec les voix d'une minorité inscrite, comment un président élu avec les voix d'une minorité inscrite peut-il représenter les Français dans toute leur diversité? Depuis la loi de 2014, portée par mes collègues de l'UDI, je les en remercie, les votes blancs sont désormais décomptés séparément. Toutefois, ils n'entrent toujours pas dans la prise en compte des suffrages exprimés. Ainsi, ils ne sont que très insuffisamment portés à la connaissance du grand public. Le vote blanc est pourtant dans son principe très différent de l'abstention. C'est pour ça, Madame la Ministre, vous avez longuement parlé d'abstention. Moi, vous l'avez bien compris, je vous parle vote blanc. Il est l'expression d'une pensée affirmée. En votant blanc, les citoyens nous disent:
Je participe au vote, mais aucun des candidats, et vous comprendrez bien que je ne parle pas pour moi, je participe au vote, mais aucun des candidats, aucun des projets ne correspond à mes attentes. Ils expriment que s'ils se sentent concernés par la vie démocratique, ils ne se sentent ni compris, ni entendus. La reconnaissance du vote blanc pour l'élection présidentielle poursuit ainsi plusieurs objectifs pour notre pays. Tout d'abord, il s'agit de reconnaître une volonté populaire, maintes fois exprimée. Les citoyens français sont dans leur immense majorité favorables à la reconnaissance du vote blanc, comme le montre l'ensemble des sondages réalisés sur le sujet. Un sondage IFOP de 2017 donne 86% des Français favorables à la reconnaissance du vote blanc en tant que suffrage exprimé pour l'élection présidentielle. Ils ne disent pas abstention, ils disent vote blanc. C'est exactement le contenu de la proposition de loi dont je suis l'auteur et que nous examinons aujourd'hui. Ensuite, reconnaître le vote blanc entraîne une baisse de l'abstention, et nous le verrons très vite. Les électeurs ne se reconnaissent pas dans l'œuvre proposée, mais souhaitant exprimer leur attachement à la démocratie, se rendront aux urnes de nouveau. En fait, cette baisse de l'abstention redonnerait au président de la République un socle électoral solide et lui assurerait une vraie légitimité. Et, Madame la Ministre, bien que voyant l'horaire, je ne sais pas combien de temps il me reste, je suis quand même obligé de répondre, parce que je n'aurai pas l'occasion de le faire tous les jours, à ce que vous venez de dire. Vous avez dit, Madame, le 19e siècle a été constamment perclus de demandes de ce type. Sauf que le 19e siècle, Madame, ça ne nous a pas échappé, changeait de régime tous les 20 ans. Ce qui, fort heureusement, n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sortions de la Révolution. Nous apprenions la République. Nous apprenions la démocratie. Ensuite, vous nous avez parlé du contexte dans lequel nous nous trouverions si le vote blanc arrivait en tête. Mais qui vous dit, Madame, ce qui va se passer à cette élection? Avez-vous senti le climat de colère qui règne dans notre pays? Avez-vous vu comment un candidat utilisant des termes que je n'aurais jamais cru entendre dans le langage public actuel, dans les télévisions nationales, parce qu'il a été poussé aux fesses par l'ensemble des médias, a pu monter à 15% en 3 semaines? Vous croyez qu'il n'y a pas là de quoi être préoccupé? Moi, je dis, vous avez raison, mais vous nous avez fait une réponse technique. Elle est très chouette, votre réponse technique. Moi, je vous parle politique, Madame. Je vous parle politique, Madame. Et je sais que vous n'êtes pas sourde, mais vous êtes quand même très sourde quand vous répondez ce que vous venez de répondre. Vous êtes ministre depuis 5 ans et vous n'avez tenu aucun code. Vous me laissez parler, s'il vous plaît, je vous ai laissé parler. Alors, laissez-moi parler et aller jusqu'au bout, parce que nous n'aurons pas un débat de telle gravité tous les jours. Votre inquiétude perce dans votre regard et celui du gouvernement. Moi, je vous dis que nous avons encore la possibilité de parler tranquillement de ce sujet, mais que d'ici peu de temps, nous n'en aurons plus le loisir, surtout si vous campez sur des positions aussi rigides, aussi éloignées de ce que demande le peuple souverain. J'espère, et vous voyez que je peux le faire calmement, mais la passion, c'est aussi l'Assemblée nationale, Madame. C'est aussi l'Assemblée nationale et c'est aussi le murmure de ceux qui croient à la paix, de ceux qui croient à la démocratie et à la liberté de notre grand pays, ce peuple souverain qui est devenu universaliste à travers mers et montagnes et qui est en train de perdre ce qu'il était. Il vous restait 2 minutes, Monsieur Lassalle. La parole est à Monsieur Alexis Corbière, au nom du groupe La France Insoumise. Merci, Madame la Présidente et Madame la Ministre. Oh, le débat va s'arrêter après moi, mais merci d'avoir engagé une discussion politique et merci aux groupes. Ils se sont tellement remerciés depuis tout à l'heure que je ne veux pas qu'ils en prennent trop l'habitude, mais il y a des beaux sujets qui sont abordés. Et ici, je considère que c'est un grand sujet, un beau sujet.
que nous avions aussi alimenté avec mon groupe à notre façon en posant le débat du droit de révoquer les élus qui avait été débattu, celui de la prise en compte du vote blanc. Pour ce qui est de notre part, nous englobons toutes ces réflexions dans une volonté de convocation d'une assemblée constituante, en fait que tous ces grands sujets soient débattus par l'ensemble du peuple qui désignerait des représentants pour en débattre. Alors, de quoi s'agit-il? Vous le savez, Madame la Ministre, vous en êtes consciente. Monsieur le Président de la République avait même été élu dans des conditions qu'il avait qualifiées avec humour de hold-up. C'est dire combien la dernière élection avait été quelque chose de bouleversant. Et il sait très bien que les conditions de ce volcan politique réuni en 2017 sont encore là. De quoi parlons-nous? Du fait que, encore récemment, à l'occasion d'élections départementales, régionales, 70% des électeurs ne sont pas venus. Il y a là quelque chose qui vous avez évoqué tout à l'heure. Vous avez dit attention avec votre système, c'est la stabilité institutionnelle qui sera remise en cause. J'affirme qu'elle est aujourd'hui remise en cause. Les régions qui ont désigné des présidentes ou des présidents, quand le président ou la présidente est élu avec seulement 15% des électeurs inscrits, il y a instabilité. François Hollande, avec son humour, disait ce qu'il y a de bien dans les institutions de la Ve République, c'est que même un gouvernement et un président impopulaire peut continuer à agir. J'affirme que ces phrases sont profondément anti-républicaines. Quand on est impopulaire, c'est-à-dire qu'on n'a plus le peuple avec soi, que c'est un segment du peuple seulement qui vous élit à 15%, alors il n'y a plus de République. Je me l'applique à moi-même, je suis élu de la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis, ayant obtenu 60% des électeurs inscrits au second tour, mais en vérité, seulement 21% des électeurs inscrits. Ça veut dire que 80% des électeurs de ma circonscription n'ont pas voté pour leurs députés, et c'est le cas de nous tous. Alors quand on en est là, c'est-à-dire que les gens qui se réunissent ici, qui s'appellent représentation nationale, ne représentent en vérité que seulement 20% des électeurs inscrits de la circonscription, nous avons la faiblesse d'un socle électoral politique qui pose problème. Et qui pose problème de quel point de vue? Celui du consentement à l'autorité. Alors revenons à l'essentiel. La question, c'est la souveraineté, c'est la question du corps électoral. Puisqu'on utilise cette expression magnifique de corps électoral, c'est bien qu'un corps doit être dans son entité quand il s'exprime, jamais amputé. Comment le corps s'exprime? Comment nous faisons en sorte que... Parce que voter individuellement, ça n'a pas de sens. Le seul intérêt du vote, c'est que le jour où il y a le vote, tout le monde vienne voter. Ça n'est plus le cas. Alors comment on fait? Il faut donner des droits nouveaux. L'idée de la prise en compte du vote blanc est une idée qui permet à ce que beaucoup de nos concitoyens, qui notamment à l'occasion du second tour, mais pas seulement, à l'occasion du premier tour, ne se reconnaissent pas dans l'offre politique, mais veulent tout de même être entendus. Ils veulent être entendus pour dire cela d'ailleurs. Je ne me reconnais pas dans l'offre politique. En leur donnant des droits nouveaux de prise en compte, nous leur donnons effectivement la capacité et la motivation de venir. Enfin, vous évoquiez sur le second tour. Ce serait intéressant si, au second tour, dans le cadre de la Ve République, quelqu'un qui va concentrer autant de pouvoir que le président de la République, de la Ve République, n'arrive même pas à réunir 50% des électeurs qui s'expriment, il y a là un problème politique de fond. D'où l'intérêt de dire, s'il n'y arrive même pas, recommençons le vote. Donc il y a un intérêt indiscutable à ce que les millions de nos concitoyens qui, au second tour, ne se reconnaissent pas dans les deux candidats en présence, puissent se faire entendre et éventuellement, par leur vote blanc, puissent reconvoquer une élection. Je crois que nous devons inlassablement donner des droits qui permettent à nos concitoyens de se faire entendre. C'est là une question de fond. Parce que, là encore, nous ne durerons pas longtemps dans le cadre de ces institutions si nous n'engageons pas une réforme significative. Si nous continuons à tourner autour de cette question. Si, en plus, je le dis puisqu'il faut résumer les choses, moi je suis favorable à la prise en compte du vote blanc et au vote obligatoire. Les deux vont de pair. On ne peut aller vers le vote obligatoire que si on permet à nos concitoyens de pouvoir s'exprimer à tout moment, même quand les conditions du vote ne présentent pas des candidats qui les satisfont. Ce seraient là des idées fondamentales. Madame la ministre, vous avez voulu tout à l'heure apporter des arguments contre la proposition de nos collègues en évoquant le problème du référendum en Ve République. Ce que vous disiez par moment était pertinent, mais surtout ça soulignait l'arme que représente le plébiscite en Ve République, parce que la formulation même de la question, même à l'heure actuelle, porte la perversité que vous avez justement dénoncée. Ça veut dire qu'en vérité, quand on convoque pour poser une question, que l'on vote oui ou non de toute manière, si on vote non, on maintient les choses à l'état, alors qu'en vérité, on n'est pas nécessairement favorable au oui. Je me fais comprendre, typiquement sur le quinquennat. Je ne suis pas favorable au septennat, mais je ne suis pas favorable au quinquennat, je ne peux pas le faire entendre, vu que de toute manière, la question en elle-même ne m'impose qu'un caractère binaire de tout ça. Bref, vous l'avez compris. Il aurait fallu voter cette loi qui est intéressante, plus qu'intéressante, passionnante, qui effectivement bouleverse notre système électoral, mais redonne la parole au peuple, toujours redonner la parole au peuple, ne jamais avoir peur de lui, ne jamais considérer que lorsqu'il ne vient pas, nous pouvons continuer à agir,
nous interroger pour être à la hauteur de cette grave préoccupation. Merci, et si nous ne le Monsieur faisons pas, c'est ma Corbière. dernière phrase, Présidente, eh bien c'est la tentation autoritaire qui peut l'emporter dans ce pays. Et là, ce sera autre chose. En application du 4e alinéa de l'article 50 du règlement, qui prévoit que la dernière séance de la journée doit être levée à minuit, je vais lever la séance. Prochaine séance, mardi 8 février à 15 h. Questions au gouvernement. Texte de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation et la déconcentration. Lecture définitive de la proposition de loi relative à l'adoption. Texte de la commission mixte paritaire sur le projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante. Texte des commissions mixtes paritaires sur les propositions de loi ordinaires et organiques sur les lanceurs d'alerte. La séance est levée.